Salut Crap, bonjour, hello à toutes et à tous. C'est quoi? Ouais, c'est une sorte de retour. Voilà. Non mais une petite vidéo là. En fait, je suis en ce moment, j'ai, on va dire, déménagé professionnellement et du coup personnellement à Londres pour un boulot, pour la ville ici, voilà, qui va me prendre jusqu'en décembre. Là, je suis de retour chez moi à Nogent-sur-Marne. Et bon, je travaille, mais bon, comme je travaille de la maison, du coup, j'ai un peu de temps. Enfin, je peux m'organiser, donc je peux faire une vidéo. Euh, alors, alors, il y a plusieurs choses dont je voudrais vous parler. D'abord, euh, d'abord, je voudrais vous parler d'argent, c'est-à-dire, alors, basé sur mon expérience à moi, c'est-à-dire comment est-ce que je me débrouille avec l'argent, avec les gros sous, comment je planifie et que je pars en Thaïlande, voilà. Ça viendra dans un second temps. D'abord, une petite réaction sur une vidéo que j'ai vue. Je vais même pas citer le YouTuber parce que franchement, c'est pas la peine. Voilà. Qui a décidé de parler de ce qu'il appelle les filles de joie. Alors, bon, déjà, c'est un terme qui est voilà, qui lui appartient, on va dire, mais il essaye de, enfin bon, il essaye pas d'ailleurs, il donne son avis sur les filles de bar et malheureusement, et j'avoue que ça me plaît pas beaucoup, il les fait passer quand même euh, pour euh, pour des grosses feignantes d'abord. Bah ouais, des grosses feignantes. J'aimerais bien l'attraper, lui mettre un costume et le faire danser sur un bar pendant des heures pour voir comment il tient le coup et voir s'il est pas un peu feignant. Non plus. Bref, non, c'est une plaisanterie. Mais il les fait passer pour des feignantes et des filles qui vont à la facilité, donc qui font ce métier-là parce que c'est facile, parce qu'elles ont juste pas envie d'en faire un autre. Alors, je suis désolé. Mais non. Bah non, pas vraiment. Il faut quand même savoir que, alors, bon, vous avez deviné, j'ai une petite expérience parce que, ouais, voilà, ça m'est arrivé d'en fréquenter et même certaines pendant longtemps. Enfin, pendant longtemps, pendant un certain temps, on va dire. Les filles de bar, en général, donc bon, moi, comme vous le savez, je fréquente surtout Phuket, donc je peux parler de ce que je connais, c'est-à-dire les filles de bar qui sont principalement sur Bangla Road ou autour de Bangla Road, en tout cas à Patong. Donc ces filles-là viennent, alors première chose, elles viennent quasiment exclusivement, allez, on va dire à 95%, peut-être plus que ça, elles viennent toutes de l'Isan. Alors l'Isan, cette fameuse région du nord de la Thaïlande, qui, bah, qui est une région quand même pauvre, assez pauvre. Alors, ça progresse, hein, ça progresse, mais c'est quand même une région où pour, on va dire, euh, une jeune fille qui n'a pas forcément fait d'études, c'est assez compliqué de trouver un boulot. Alors, quand je dis un boulot un peu rémunérateur, c'est-à-dire qu'évidemment, elles peuvent travailler au champ, elles peuvent aller travailler à l'usine, elles peuvent trouver un boulot, mais ça va être un petit boulot. Ces filles-là qui sont jeunes, qu'est-ce qui leur est arrivé? Bah, en général, elles ont eu un enfant quand c'est pas deux, très jeunes, c'est-à-dire qu'elles sont quasiment toutes, donc non seulement elles viennent d'Issan, mais elles sont également mères célibataires. Voilà, puisque le papa, euh, qui en général était un Thaïlandais, bah, il n'a pas pris ses responsabilités, il s'est barré quand il s'est rendu compte que, je sais pas, que c'était pas la vie sur laquelle il comptait, et il a laissé tomber tout le monde. Donc ces filles-là se retrouvent sans ressources, avec un enfant à charge dont elles doivent s'occuper, et puis souvent également une famille, des parents qui sont plus ou moins âgés, mais qui peut-être ne travaillent pas. Enfin bon, tout ça a évidemment un coût. Et ce coût, eh ben, il est simplement
un boulot normal en Nissan, ça ne suffira pas. Donc elle se pose la question. Il y a cette possibilité, en effet, d'aller bosser au minimum pendant la période touristique dans les villes et de faire, bah ouais, de faire les salons de massage ou les bars. Voilà. Très honnêtement, je crois pas qu'elle le fasse de gaieté de cœur. C'est quand même un boulot. Alors, je vais pas dire difficile, mais dur, dur, parce que bah voilà, elle commence à, je sais pas, les bars que je connais, elle commence à 7 heures le soir. Euh, bon alors elles boivent, alors c'est les fameux lady drinks, donc il y a quasiment pas d'alcool dedans, hein, malgré le prix que ça coûte. Mais en tout cas, elles boivent, euh, elles dansent sur le bar, euh, souvent, longtemps, et jusqu'à à peu près, on va dire, allez, 3 heures du matin. Alors, elle commence pas à danser à 7 heures, en général, c'est plutôt entre 8 et 9 heures. Mais disons qu'en tout cas, c'est mine de rien assez physique. En plus, elle danse perchée sur des hauts talons qui doivent faire, je sais pas, entre 10 et 15 centimètres de haut. Bref, je les plains pas, hein, mais je dis quand même que c'est pas aussi marrant que on pourrait le penser. Et en plus, toute la soirée, elles doivent se fader des clients qui sont pas toujours respectueux, gentils. Voilà, c'est pas facile. C'est pas facile et je crois que si elles avaient l'occasion d'avoir un métier qui puisse leur rapporter autant d'argent, voire un peu moins, mais un métier, allez, que je vais qualifier de normal, bah, je pense qu'elles le prendraient avec plaisir. Voilà. Simplement, en effet, pour elles, c'est une manière de gagner pas mal d'argent pour les meilleures d'entre elles et de renvoyer la plupart la grosse majorité de cet argent au bled, comme on dit, c'est-à-dire en Nissan, pour pouvoir, puisque évidemment, elles ont laissé leur enfant ou leurs enfants aux parents, qui doivent évidemment les nourrir, s'occuper de l'école, d'éventuels soins médicaux, bref, voilà. Donc, elles vivent principalement au bar et dans une petite chambre pour se reposer le peu d'heures pendant lesquelles elles peuvent se reposer. Euh, et l'argent, bah, la grosse partie de l'argent repart en Nissan. Il est pas, elles en gardent un peu, évidemment. Alors après ça, il y en a certaines qui se prennent au jeu et et qui se mettent à aimer ce métier, si on peut appeler ça comme ça. Euh, je sais pas, franchement, ça appartient à chacune d'entre elles, hein. Moi, en tout cas, celles que j'ai rencontrées, je peux vous dire, c'était pas vraiment leur rêve de vie, quoi. C'était pas vraiment la joie, mais elles se sentaient obligées de faire ça. Elles le faisaient avec sérieux et application, voilà. Mais elles auraient bien arrêté. Alors, il y a aussi évidemment celles qui en profitent puisqu'elles sont, on va dire, en relation permanente, quasi permanente avec des étrangers, principalement des touristes, mais aussi des gens qui vivent, enfin, qui sont là plus longtemps, pas exactement en vacances. Et évidemment, elles se disent que c'est peut-être le moyen de trouver, on peut appeler, je sais pas, un fiancé, un sugar daddy, enfin, un mec qui va un peu tomber amoureux. Et là, évidemment, elles sont très fortes euh, pour vous séduire. Voilà. Mais bon, faut pas être naïf non plus. Donc après, chacun voit midi à sa porte. Mais bon, il est vrai qu'une fille de bar, même si elle vous regarde avec des grands yeux pleins d'amour, faut pas rêver et faut pas croire que c'est de l'amour. Qu'elle l'aime surtout, c'est l'épaisseur de votre portefeuille. Voilà. Elles ont un instinct formidable pour ça. Mais bon, après, moi, franchement, enfin, je sais pas, j'y vois pas de mal, quoi. Elles viennent d'Issan, d'une région pauvre, elles sont un peu dans la merde, elles sont obligées de guincher sur un bar, tous les soirs avec une journée de repos par semaine, de 7 heures à 4 heures du matin.
À un moment donné, oui, je veux dire, si elle trouve un mec qui est prêt à prendre soin d'elle, à leur faire quitter le bar, etc., pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est de bonne guerre, c'est humain, quoi. Voilà. En tout cas, voilà. Je voulais juste dire ça sur sur ces filles-là. Faites-moi vos commentaires, posez-moi des questions. Tant qu'elles sont pas trop personnelles, j'y répondrai avec un grand plaisir. Voilà. Et je reviens dans quelques instants pour vous parler de gros sous. Ouais, en fait, des gros sous, pas tout de suite. Il y a, il y a un petit truc que je voudrais rajouter sur les filles de bar parce que dans la vidéo que j'ai vue, euh, le youtubeur en question prétendait que ces filles-là étaient obligées de se prostituer, ce qui est, je parle des filles de bar, hein, je parle pas des prostituées en freelance que vous pouvez trouver dans la rue. En tout cas, ces filles-là n'ont aucune obligation de cet ordre-là. Si elles décident de partir avec un client, croyez-moi, je parle pas de choses qu'on m'a racontées, j'ai fait l'expérience. C'est simplement, ça se passe de gré à gré. D'ailleurs, c'est pas si facile c'est pas si facile que ça. Enfin, je veux dire, quand on est quelqu'un de normal, de gentil et de respectueux, bah, c'est pas si facile de trouver les mots pour expliquer à une fille qui vous plaît que vous aimeriez bien la ramener avec vous. En tout cas, à partir du moment où vous avez trouvé les mots et où la fille est d'accord, euh, c'est elle qui décide. Le bar ne l'oblige à rien. Les bars sont des bars. Il n'y a pas de proxénétisme. Ça n'existe pas. La seule chose, il faut pas confondre les choses. La seule chose, en effet, qui se produit quand une fille accepte de partir avec vous et que vous l'embarquez avant la fin, on va dire, de son service, il y a une amende de bar à payer, le fameux bar fine. Voilà. Et le bar fine, bah, c'est assez simple à comprendre. C'est simplement parce que comme vous enlevez la fille du bar et de son boulot, et que donc des potentiels verres qu'elle pourrait se faire payer en plus, bah, c'est une espèce de manque à gagner pour le bar, vu que la fille n'est plus là à bosser pour eux. Donc, bah, évidemment, il y a une petite compensation à verser, quoi. Voilà. Mais, encore une fois, si la fille, si la fille est d'accord, qu'elle a envie de partir avec vous, alors vous allez me dire, elle, elle part avec tout le monde. Totalement faux. Elles partent avec tout le monde. Il y a des clients dont elles n'ont pas envie, même si elles ont passé la soirée à boire des coups et à être charmantes, etc., etc. C'est pas pour ça qu'elles vont partir avec lui. Voilà. Elles ont, appelons ça, une certaine liberté de choix, dont les critères sont assez évidents, hein, le physique, la gentillesse et évidemment l'épaisseur du portefeuille. Voilà. Après, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a évidemment un tarif à négocier. Et là, bah, encore une fois, ça se négocie de gré à gré. Le bar n'a absolument rien à voir avec ça. Je le dis et je le redis. Ça se passe entre la fille et vous. Voilà. Donc, bah, je suis désolé, mais ce pauvre youtubeur qui prétend le contraire, bah, il a juste tort, quoi. C'est tout. Bon, allez, ce coup-là, je jure, je reviens dans très peu de temps et je vous parle de gros sous. Alors, les gros sous. Alors, bon, pardon de l'hypothèse suivante, qui est la mienne très souvent. D'ailleurs, je vais vous faire part de mon expérience. On planifie des vacances, en tout cas un séjour en Thaïlande. Voilà. Bon, il faut évidemment prévoir ses dépenses. Et prévoir ses dépenses, bah, c'est essayer de prévoir un peu les activités au sens large que vous désirez faire, ce qui inclut évidemment les sorties, les drinks, les massages, les filles, enfin bon bref, voilà, tout ça. Donc, moi, le premier conseil que je donnerais, et je l'applique à moi-même, eh ben, c'est de partir avec du cash. Pourquoi? Donc de partir avec des euros en fait.
quelle est la manière bah, la manière, elle est simple, hein. Vous allez au distributeur avec votre carte bleue, votre carte Visa ou autre. Moi, je le fais en plusieurs fois, en petit à petit. Je m'y prends bien à l'avance et je mets de côté une certaine somme en cash que j'emmène avec moi. Voilà. Alors, les limites du cash, elles sont connues. Euh, la limite du cash que vous pouvez emmener avec vous en, en Thaïlande, elle est de 10 000 € pour personne. C'est-à-dire que si vous voyagez seul, bah, c'est 10 000. Si vous voyagez avec quelqu'un, c'est 10 000 chacun. Euh, Petit détail, bon, moi évidemment, je pars pas avec 10 000 balles, hein, mais par contre, je n'ai jamais, et j'y étais beaucoup en Thaïlande, je n'ai jamais été contrôlé sur le cash que je pourrais avoir sur moi. Donc voilà, donc bah c'est très simple, vous prévoyez de prendre, je sais pas, 3 000, 5 000 avec au maximum 10 000 €. Encore une fois, ça dépend ce que vous prévoyez de faire. Pourquoi du cash? Parce que le cash, en fait, vous permet de le changer petit à petit en examinant avec tension les taux de change, qui en plus peuvent varier selon les bureaux de change. Voilà. Donc vous êtes évidemment, quand vous avez du cash, allez pas changer 3 000 €. Si vous avez pris 3 000 €, allez pas changer 3 000 € tout de suite. Vous le changez petit à petit en fonction de vos besoins. Si vous prévoyez une soirée qui va vous coûter, je sais pas, 200 balles ou 300 balles, à vous de voir, eh ben, vous allez changer 200 ou 300 balles. Voilà. Mais au moins, ça vous permet de suivre les fluctuations, euh, du taux de change. Ensuite, sur les grosses dépenses, bah, en général, évidemment, alors les grosses dépenses, tiens, c'est quoi? Bah, le billet d'avion, la location de l'endroit où vous allez être ou une réservation d'hôtel, et puis éventuellement une location de voiture. Vous pouvez aussi le faire sur place. Moi, je sais que je préfère passer par des enseignes connues, que ce soit Europcar, Hertz, etc. Bon, il y a moins cher sur place, bien évidemment, mais ces enseignes-là, elles vous apportent, on va dire, une certaine sécurité. Donc, ces dépenses-là, billets d'avion, réservation d'appartement ou d'hôtel, location de voiture, bah, ça se fait à l'avance, ça se fait sur Internet et ça se fait donc en carte de crédit. Au moins, voilà, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille, c'est-à-dire que tout est réservé, tout est payé d'avance, vous avez votre cash avec vous, ce qui va vous permettre de vivre au jour le jour, en changeant au fur et à mesure et selon vos besoins. Moi, je vous parlerai pas de mon cas à moi parce que ça n'intéressera personne, voilà. Et puis c'est des détails qui sont quand même plutôt personnels. En tout cas, voilà. Après, sur l'utilisation. Alors, non, tiens, pardon. D'abord, si vous avez décidé, par exemple, de pas louer une voiture, mais de louer un scooter, là, évidemment, je vous conseille de le faire sur place. Je vous rappelle quand même, et c'est important, que la conduite d'un scooter en Thaïlande nécessite d'avoir le permis moto. Voilà, c'est-à-dire que nous, le permis auto de chez nous, avec possibilité de conduire jusqu'à 125 cm3, là-bas, ça n'existe pas. Un scooter est considéré comme une moto, il faut donc le permis moto. Alors, il vous faut votre permis national et votre permis international voilà, qui stipule les deux que vous avez bien le permis moto. Si vous ne l'avez pas, vous risquez quoi? Ben, vous risquez juste de vous faire contrôler par la police et de vous retrouver voilà, en défaut de permis. Bon, allez, on va dire que c'est pas très grave, ça va se régler soit sur place ou au poste de police, mais en général, c'est pas très méchant. Ce qui, par contre, peut être méchant, c'est si vous avez un accident et que vous êtes en défaut de permis, parce que dans ce cas-là, aucune assurance ne marche. Donc, si vous avez créé des dommages, qu'ils soient matériels ou corporels, ben, ça va être pour votre pomme. L'assurance ne paiera rien. Vous n'avez pas de permis, donc c'est simple, pas de permis, pas d'assurance. Même si vous avez un espèce de papier, à partir du moment où vous êtes en défaut de permis, tout s'écroule. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de garantie couverte, il n'y a rien. Voilà. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai arrêté depuis longtemps de louer des scooters.
même si c'est fort agréable, et qu'il faut évidemment porter un casque. Pourquoi? Bah, parce que c'est à peu près enfin, c'est franchement extrêmement dangereux. Enfin, moi, je trouve ça, ouais, extrêmement dangereux. Ouais, très dangereux. Voilà. Donc, ça, c'était pour les scooters sur place, pas à l'avance. Ça, je sais même pas si ça existe d'ailleurs. Ensuite, quoi? Bah, ensuite, euh, l'utilisation de vos cartes de crédit sur place, bah, moi, je dirais, faut essayer de les limiter au maximum parce que ça engendre des frais. Alors bon, il y a des cartes, en fait, moi j'en ai une, qui peut me permettre d'aller au distributeur sans avoir de frais. Alors, sans avoir de frais, attention, il n'y a pas de frais générés par ma banque, mais il y a toujours les frais du distributeur, du système thaïlandais, de l'ATM. Et ça, en général, je ne sais pas si vous prenez l'équivalent en général, c'est à peu près 220 bahts par opération. Bon, vous me direz, c'est pas énorme, enfin bon, pourquoi les dépenser? Donc ça, je dirais l'utilisation de la carte au distributeur, c'est vraiment si vous avez mal calculé votre cash ou si tout d'un coup il y a un truc extraordinaire qui se produit et que vous avez besoin vous avez besoin de plus d'argent. Après, pour toutes les petites dépenses, je dirais quotidiennes, vous allez au 7-Eleven, franchement, enfin, payez pas le 7-Eleven avec votre carte de crédit, utilisez votre cash. Parce que bah, à chaque fois que vous faites un achat au 7-Eleven, même petit, et que vous utilisez votre carte, bah, c'est pareil. Il y a des frais. Voilà, il y a des frais que votre banque va se faire un plaisir de vous facturer. Donc, euh, donc voilà. Après, bon, il y a toujours des choses sur place. Alors, pas le 7-Eleven, pas les restaurants, pas les bars. D'ailleurs, des bars avec des machines à carte bleue, j'en connais pas beaucoup. Alors, en général, je sais pas, si vous est arrivé un problème avec le cash et que vous êtes obligé de payer un bar, enfin, la facture du bar, la note du bar, avec votre carte bleue, c'est toujours possible. Simplement, ils vont vous amener dans un autre endroit où il y a la machine. Voilà, parce qu'au bar, souvent, ils l'ont pas. Mais ils ont une machine, on va dire, pour plusieurs bars. Voilà. Donc écoutez, c'est assez simple. Premier truc, le cash, à prendre en fonction de vos besoins, au fur et à mesure, échelonner. Allez pas chercher, je sais pas, 1000 balles d'un coup. Faites ça, vous y prenez à l'avance, vous prenez 200 balles, 300 balles, 500 balles à chaque fois, jusqu'à arriver au montant de vos rêves. Et puis vous partez avec le cash, dans la limite des 10 000, en Thaïlande. Et voilà. Et vous le dépensez et vous essayez, vous avez payé tous les gros trucs avec votre carte depuis chez vous et vous essayez de réduire l'utilisation de la carte bleue sur place au maximum. Voilà pour ce petit conseil qui concerne les gros sous pour votre prochain voyage en Thaïlande. Voilà, le mien, il sera pas avant décembre prochain. Donc du coup, j'ai le temps de mettre du cash de côté. Mais là, par contre, du coup, je pense que parce que je sais que enfin bon, le boulot, ça va, mais à un moment donné, il y a aussi la vie. Et je pense que la prochaine fois, je vais sans doute prendre un visa d'abord, qui me permettra, ce qui est une chose très pratique, d'ouvrir un compte en banque euh, en Thaïlande. Et puis, je vais partir, je pense, 2, 3, voire 4 mois. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle évidemment, si possible, de liker, de commenter, j'adorerais, et de vous abonner encore plus. Voilà, portez-vous bien, à très bientôt, ça va dire. Salut! Euh, Bah non, c'est pas fini en fait, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Par rapport aux cartes, tiens, je vais fermer excusez-moi, je ferme la porte parce que voilà, il y a les lumières, voilà, c'est mieux. Ouais, les cartes. Donc bien évidemment, si vous avez besoin d'utiliser votre carte, vous pouvez utiliser à peu près toutes les cartes du monde, carte Visa, carte bleue. Voilà, les limites, je les connais pas. Moi, j'ai une carte Visa que j'utilise le moins possible. Sinon, Sinon, il y a une chose importante, ce que vous pouvez faire et qui est quand même pas mal, ouvrez un compte chez Wise, anciennement TransferWise. Parce que là, ce que vous pouvez faire, d'abord, vous pouvez avoir une carte de crédit. Je sais plus si c'est une Visa, il me semble que c'est une Visa. En tout cas, ce que vous pouvez faire chez Wise, c'est vous ouvrez un compte
en BAT. Voilà. Que vous allez, en vérifiant les taux de change évidemment, que vous allez charger avec votre carte de crédit française. L'intérêt de Wise, en fait, c'est que d'abord, les taux sont des taux réels. Parce que si vous comparez les taux de Wise aux taux que va vous proposer votre banque, peut-être qu'elle peut aussi vous proposer des conversions en BAT, vous allez vite vous rendre compte que que votre banque, elle va vous proposer un taux qui est très en dessous du taux officiel, enfin pas mal en dessous, alors que Wise, par contre, c'est très transparent. Il s'agit du taux officiel au jour le jour entre les euros et les BAT. En plus, tout est clair, les frais sont indiqués, etc., etc. Donc, vous chargez votre compte en BAT chez Wise, voilà, du montant que vous désirez. Et puis, le gros intérêt de ça, c'est qu'une fois arrivé en Thaïlande, si vous devez utiliser une carte, utilisez la carte Wise, puisque ça vous permettra de prendre directement des Thai bahts, ceux qui sont sur votre compte. Il n'y aura pas de conversion puisque vous prenez des bahts. Donc voilà. Et c'est évidemment intéressant. Par contre, vous n'échapperez pas à de petits frais euh, générés, je crois, par Wise, mais enfin, ils sont vraiment pas énormes, ils sont moins importants que les cartes traditionnelles. Et puis évidemment, vous aurez les fameux là, 220 bahts à peu près sur chaque opération que vous allez faire avec votre carte. Voilà. Là, à ce coup-là, j'ai vraiment fini. Bientôt, ça va des cas. Bye bye. Portez-vous bien. Salut, salut.